cette évolution ou révolution est clairement un formidable vecteur de croissance et d'opportunités, comme les intervenants vont encore nous démontrer aujourd'hui. Et comment se développer avec les nouvelles technologies du numérique nous est apparu comme une évidence, comme un sujet à aborder tous ensemble maintenant. Force d'entreprendre, je vous rappelle, c'est donné comme mission de faire profiter les entreprises, quelle que soit leur taille, artisanale, PME, PMI, entreprises de taille intermédiaire, de leur mémoire, et avec des réussites avérées aussi sur des entreprises de leur mémoire et aussi quelle que soit leur taille. Donc de nouveau ce matin autour de ce thème à la mode, ça serait une journée sans parler d'évolution numérique. Nous espérons naturellement que cette mission sera tenue. Voilà. Donc merci à nos invités, à nos intervenants. Bon petit déjeuner, profitez vraiment de cette matinée, comme vous le faites à chaque fois. Voilà. Merci à vous. Merci Président. Merci à vous d'être là ce matin pour la deuxième édition 2015 de la Force d'Entreprendre. Donc, il vous accueille sur cette thématique aujourd'hui mondiale, celle du numérique et de comment se développer avec les nouvelles technologies numériques ici dans le mémoire. Comme d'habitude, nous avons l'équipe de la Force d'Entreprendre a choisi toujours la même façon de faire et de procéder, c'est-à-dire on a choisi quelqu'un qui va nous faire une petite introduction un petit peu sur ce que c'est le numérique dans les entreprises, avant de passer rapidement à des témoignages. Vous allez vous rendre compte de l'importance, on a choisi des témoignages divers de trois entreprises nord-coréennes totalement disparates, dans des secteurs totalement différents. Et vous allez vous rendre compte, pour ceux qui ne sont pas déjà, de l'intrusion du monde numérique dans l'entreprise. Et comme vient de le dire Monsieur Sébastien, pardon, formidable également levier de croissance au travers du numérique aujourd'hui. Et aussi, quelque part, vous allez vous rendre compte un petit peu du retard qu'a fait la France dans cette révolution numérique. Donc, sans tarder, je vais quand même passer la parole à M. Christian Roski, qui est donc président de la société PMP Ingénierie, qui va un petit peu nous présenter son entreprise et en même temps la thématique directe de ce matin. Bonjour à tous. Je suis Christian Roski. Donc, je vais vous parler de l'ingénierie au regard des défis numériques concernant la France, parce que notre pays est en concurrence avec nombre d'autres pays sur un certain nombre de secteurs. Comme l'État en parle régulièrement maintenant depuis quelques temps, le numérique est un levier de croissance. Maintenant, comment est-ce que je fais pour utiliser ce levier? On a un certain nombre de chefs d'entreprise présents qui vont vous expliquer comment est-ce que eux ont vu finalement la concrétisation de ces leviers dans leur entreprise, comment ça leur permet de gagner du temps, d'économiser de l'argent, de proposer de nouveaux produits ou services, de travailler de façon différente. Alors, la première question qui se pose elle-même, qu'est-ce que rapporte le développement numérique de l'entreprise? Alors, donc, on peut résumer ça en profitabilité, parce que ça permet de développer les marchés. On peut résumer ça aussi en flexibilité, parce que ça peut permettre d'avoir d'autres façons de travailler sur des chaînes de production, par exemple, dans l'industrie. Ça peut permettre également d'envisager de nouveaux modèles managériaux, c'est-à-dire qu'en fait, des modèles hiérarchiques, en fait, on travaille de projet, sur l'organisation à plat, avec des suites d'indicateurs qui sont pendant les projets, qu'on suit après les projets. C'est-à-dire que les gains en fait, sont tracés à la fin du projet, et c'est pas à la fin du projet finalement que tout le monde se dit au revoir et merci, c'est à la fin du projet que tout le monde se dit bonjour, on a bien travaillé, on a construit quelque chose. Vérifions si notre investissement va nous permettre d'obtenir les biens pour lesquels on investit. Et ça, c'est justement un des freins pour moi de l'investissement en France, c'est que le chef d'entreprise a besoin de savoir s'il investit, qu'est-ce que ça va lui rapporter. Là, on a une capacité maintenant de démontrer que ça va lui rapporter des choses et ce que ça va lui rapporter. Est-ce qu'on n'a pas, c'est la phase où
devenu un action essentiel pour l'avenir des PME, TPE, des entreprises, des grandes entreprises? Alors, je dirais que ça dépend de ce que fait l'entreprise et de comment est-ce qu'elle a orienté sa stratégie. Les investissements, il faut qu'ils soient faits de manière réfléchie, ils ne peuvent pas être faits comme on avait l'habitude d'investir avant. Il faut investir en fonction des facteurs clés de succès qu'on voit par rapport au soutien qu'on attend en termes de rentabilité. C'est-à-dire que l'étape numéro 1, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. Pour une entreprise, même si elle est dans une feuille de route, on n'a pas forcément une stratégie bien établie. C'est déjà la première chose à faire. Une fois qu'on a fait ce travail, après, on a la capacité de décliner les moyens qui sont en soutien sur cette stratégie avec des projets, un portefeuille de projets qui sont après utilisés dans le temps. Ça, on peut le rapporter après à un exercice avec le DAF en disant voilà, la stratégie d'investissement pluriannuelle, elle va être comme ça. Qu'est-ce que je vais lancer comme projet quand pour pouvoir soutenir la rentabilité? Quel type de produit je vais lancer quand? Donc je vais attendre quel type de rentabilité? Donc c'est quelque chose qui se pose, qui se calcule, on va prendre un certain temps. Voilà. Et comment les entreprises peuvent aujourd'hui intégrer l'arrivée du numérique dans leur propre organisation au quotidien? Alors, comment donc, de manière très concrète, sur toutes les fonctions d'entreprise, que ce soit au niveau RH, que ce soit au niveau production, que ce soit au niveau comptable, que ce soit au niveau des échanges avec les partenaires externes de l'entreprise, en interne sur les bonnes organisations du travail, quelle information je devais à qui pour faire quoi, sont autant de choses qu'il faut avoir en tête pour commencer à travailler sur ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui le numérique, c'est pas seulement un ordinateur, un site internet ou pour beaucoup d'entreprises? Qu'est-ce que ça peut être au-delà au quotidien pour les chefs d'entreprise dans leur gestion quotidienne et l'organisation de leur gestion de carrière nationale? Alors quand on parle de numérique, on ne parle pas de système d'information et c'est dommage parce qu'en fait, les systèmes d'information c'est bonne méthode, processus, organisation et outils. Et en fait, quand on parle de numérique, on va parler de tout ça aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de ces sujets qu'on va adresser, on va être en capacité de pouvoir décliner, comme je vous disais par exemple, des modes d'organisation du travail qui sont différentes, qui ne sont pas forcément outillées, mais dans lesquelles en fait, on va rechercher plus de collaboration entre les gens, dans lesquelles on va rechercher à optimiser les échanges d'informations sur un certain nombre de classes métiers qui collaborent au quotidien, et on va vouloir être plus pragmatique, on va vouloir rationaliser. On va chercher vraiment à accroître l'efficacité. Est-ce que la numérisation se fait de la même façon, comme vous l'avez dit au début, dans les entreprises industrielles, de services, celles qui exportent ou pas? Oui, bien sûr, ça va être totalement différent parce que ce qu'il faut voir, c'est que chaque entreprise est unique. Chaque personne qui travaille dans cette entreprise sont uniques également. Leurs problématiques sont uniques. Leurs concurrents peuvent être les mêmes parce que pour les entreprises du même secteur, on peut avoir des concurrents qui sont les mêmes. Mais au global, la réponse doit toujours être faite sur mesure, bien sûr. Votre exemple précis, personnel, PNP Ingénierie, qu'est-ce qu'elle propose aux entreprises? Comment elle agit sur cette thématique? Alors en fait, le PNP Ingénierie est créé sur deux constats. Premièrement, sur le manque de structure dans le système d'information des entreprises. Donc ça, c'est-à-dire que l'information, on peut la retrouver dupliquée N fois dans la société. Donc c'est difficile de pouvoir la synthétiser, de pouvoir la capter, de pouvoir l'utiliser. Et l'autre, c'est l'idée de renforcer en fait la compétitivité du système d'information, donc en étant plus efficient, en étant plus efficace, en ayant une approche ciblée par rapport aux attentes des gains des entreprises sur leurs investissements et par rapport aux stratégies sur lesquelles Bon, je vous remercie, M. Bosky, pour cette introduction. On va passer rapidement à des exemples pratiques. Et on va commencer donc par l'exemple d'une grande entreprise coréenne, un gros groupe automobile qui est donc BMW Mini, qui a donc une stratégie beaucoup plus ancienne dans ce domaine. Mais monsieur Nicolas Rateau va nous expliquer comment son groupe a intégré le numérique dans sa gestion. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Nicolas Rateau, je suis directeur technique et informatique pour le groupe Berto, avec les diagrammes. Et donc, on s'occupe, nous, le
BMW, Mini, on a la marque Opel, après on a Kia, Chevrolet en certainement. Et le groupe, la spécificité de ce groupe, c'est qu'il se situe sur la partie de Dreux et sur la partie de Chartres. Donc naturellement, ce groupe a été créé par Gilbert Berthaud en 1973. Et de 1973 à 2014, le groupe a cessé de rattacher des entités d'agents ou d'annexes sur les différents sites. Donc là, sur la présentation, on peut visualiser l'impact du territoire du groupe qui se situe de Verviers. Donc là, de 1973 à 2014, donc là, c'est tous les sites qui ont été rattachés. Donc là, c'est un petit peu historique. Sur les chiffres clés du groupe, le groupe a commencé avec 20 personnes et maintenant est actuellement à 180 personnes. Donc tous ces éléments-là nous permettent de la manifestation. Voilà, donc là, c'est la formation de groupe qui a commencé à Dreux, avec différentes structures. Donc là, ça, c'est la formation géographique. Et donc, les outils du numérique nous ont permis de rattacher toutes ces structures entre elles, c'est-à-dire de Dreux à Chartres, ce sont les deux gros pôles sur lesquels se situent les satellites, et tous ces sites sont connectés par le réseau Internet. Juste une première question. C'est vrai qu'on connaît tous ici le groupe Berthaud, c'est vrai que c'est un groupe qui a 40 ans de développement, qui a procédé par développement, par croissance externe à plusieurs étapes, de Dreux vers Chartres, de Rotrou, Coutan, etc. C'est vrai que c'est le deuxième groupe automobile multi-marque dans le Loire. Mais à quel moment avez-vous lancé, au niveau de l'informatique, la fait son entrée dans l'entreprise avant de se relier entre vous? Déjà, ça a commencé avec les liens avec les constructeurs. C'est-à-dire que les véhicules sont devenus de plus en plus complexes. Donc, on avait des liens pour la partie technique, pour réparer ces véhicules avec les constructeurs. Donc, eux, ils nous ont imposé un certain débit pour récupérer les données. Parce que chaque véhicule, maintenant, devient un ordinateur qui se déplace. Et on a besoin de beaucoup de données avec les constructeurs pour programmer ces véhicules. Là, quand les véhicules rentrent dans nos ateliers, on a une multitude, on a des mécaniciens, des techniciens et des techniciens qui font de l'informatique. Et le véhicule passe autant de temps, voire plus de temps programmé à un ordinateur que sur le pont pour le réparer. C'est-à-dire que le numérique a été imposé par les constructeurs. Là, les trois marques Premium, BMW, Audi et Mercedes ont un développement technique sur les véhicules de 7 ans d'avance sur les marques généralistes. Et c'est eux les premiers en 2002 qui ont commencé à faire du réseau dans les ateliers. Donc en 2002, sur le réseau de l'achat, on a commencé à implanter les premiers réseaux sur lesquels il nous fallait du débit pour communiquer pour manipuler ces techniques. Et après, tout doucement, les autres marques, 3-4 ans après, commencent à faire ont la même problématique et il nous faut du débit dans nos ateliers. Donc là, la chance qu'on a eue, c'est que sur Chartres, vous avez la fibre optique. Donc le premier site qui a été raccordé avec la régie chartraine en fibre optique, c'était le parc des Boucliers. Une fois que ce site a été créé, on a pu en 2004 délocaliser la marque Mini sur le site de Nogent-le-Fait. Et on a pu le faire grâce à la fibre optique qui nous a permis de mutualiser nos outils de diagnostic sur un seul site. C'est-à-dire sur Automobilé, BMW a conservé les serveurs et Mini s'est rattaché par la fibre optique avec un débit illimité entre les deux sites. Avez-vous des difficultés techniques pour fonctionner entre l'ensemble de vos outils? La difficulté technique, c'est que tous ces liens sont rattachés à des fournisseurs d'accès. Et pour nous, c'est plus important d'avoir Internet le matin que la lumière sur nos sites. Et il faut que tout fonctionne à tout moment et qu'on puisse, dès le matin, se connecter pour les utilisateurs. Là, vous voyez qu'on est passé de 40 à 180 utilisateurs. Donc il faut que tous les matins, c'est Internet. Et tous les matins, soit connectés avec les constructeurs pour pouvoir commencer la production de nos garages. Donc on a une grosse surveillance de nos sites. Et par contre, on est tributaire de prestataires extérieurs, comme la régie chartraine pour le lien optique. Et après, on a un gros réseau Orange
Est-ce que l'ensemble de ces 180 personnes qui travaillent au sein de votre groupe sont tous concernés par ce travail que vous venez de dire et par le numérique au sein de l'entreprise? Le numérique apporte que chaque métier a un lien avec Internet. De la comptabilité à la personne qui achète des pièces, au technicien qui répare les véhicules, et ça va jusqu'aux vendeurs qui ont besoin de ce petit Internet. À tout moment, il nous faut Internet sur le site pour que ça fonctionne. Alors maintenant, avec les différentes technologies qui sont mises en place, on peut avoir des éléments qui nous aident. C'est-à-dire que si toutefois le filaire ne fonctionne plus, on passe par le cellulaire. Donc rapidement, avec ces outils, on peut décaler rapidement. C'est-à-dire si c'est une coupure de fil, on peut passer par le cellulaire sur les sites, car tout le monde travaille sur les serveurs externes. C'est-à-dire que la base d'informations que vous traitez n'est plus stockée au sein de votre groupe. Alors pour l'instant, ça c'est. Quand on veut externaliser la totalité de nos machines, donc, pour l'instant, ça c'est un terme quand on dit externaliser par rapport à l'ancienneté du groupe. Quand moi je suis arrivé en 2004, j'aurais parlé d'externaliser les machines. On dit non, nous la machine, on l'a de chez nous, elle partira. Donc on a attendu, ça a fait son chemin, et puis maintenant tous nos éléments s'externalisent et on n'a pas lieu d'avoir les machines chez nous. Est-ce que l'évolution de l'implémentation du numérique au sein d'une entreprise ancienne comme Verto a suivi également l'évolution de la mentalité ou des mentalités des utilisateurs? Alors, au début, les utilisateurs ne voient vraiment pas l'intérêt. Quand on dit voilà, il faut se scanner en fibre optique, on va gagner du temps, ils disent je ne vois pas ce que ça va m'apporter. Mais une fois qu'ils y ont goûté dans le fonctionnement, l'être humain ça va très très vite à ce qu'il va vite, et par contre il ne revient jamais en arrière quand ça va pas vite. Et maintenant, une fois qu'ils sont habitués à ça, on ne peut plus leur enlever la fibre optique. Dès qu'on revient en arrière, ils disent bah, je ne peux plus travailler. Alors qu'il y a 3-4 ans, ils travaillaient avec des débits qui étaient différents rapides, et ils y arrivaient quand même. Et comme le dit M. Bosquet tout à l'heure, vous, en tant que responsable de l'ensemble de ce parc et informatique et Internet chez Verto, avez-vous constaté cette évolution et quels sont les liens au sein de l'entreprise? Nous, les plus gros gains de fonctionnement, c'est que la personne va plus vite à se connecter. Parce que là, il y a une petite étude qui a été faite, un débit Internet ou un ordinateur de mauvaise qualité ou de débit inférieur, ça crée sur une année la personne qui travaille pendant 7 jours. Pour juste changer une machine. Donc nous, au début, on a déjà remonté le niveau informatique, c'est-à-dire avec des ordinateurs à jour, performants pour des prix qu'on ne va pas jeter, et ça nous a permis de ne sont jamais en panne. C'est-à-dire que le groupe n'a pas de coupure de fonctionnement sur l'année. Est-ce que l'utilisation du numérique, la rapidité de son utilisation est inversement proportionnelle au coût que vous subissez depuis quelques années à nouveau? Est-ce que le coût a baissé d'une façon sur l'informatique, c'est vraiment l'outil qui a baissé. C'est-à-dire que sur l'ordinateur, l'écran, tout ça, ça a chuté, comme la vidéosurveillance. Donc, par contre, les coûts informatiques qu'on a du mal à mutualiser, ce sont tous les coûts de lien, parce que chaque site est indépendant. Et on doit avoir un lien indépendant pour éviter dans le cas de coupure que tout soit coupé. Donc après, c'est à nous de rationaliser les liens pour essayer d'avoir des prix très abordables. Donc là, nous, tout le site web bibliothèque General Motors, qui eux traitent directement avec Orange, et ils nous apportent des coûts, on a des liens avec des coûts très raisonnables. Sans trahir le secret d'entreprise, quels sont vos projets en la matière? Et voilà, le gros projet, c'est la construction de la BMW à Chartres, qui va nous permettre de rattacher pendant les travaux sur les 3 sites en même temps, c'est-à-dire le nouveau site sur le parc d'Archimillier, le site BMW, le site de Denis, et je pense que d'ici le mois de novembre, les 3 sites pourront travailler en même temps. Et j'aurais pas Avant le transfert de avant le transfert, voilà. C'est-à-dire que la fibre optique va arriver et on crée le fonctionnement des sites avant que le personnel soit transféré. Et je souhaite que, une fois que tout est mis en place, le personnel pour le déménagement pourra simplement apprendre son unité centrale et se déplacer sur le nouveau site. Ils se reposent de l'ordinateur et ils se reconnectent. Et pour eux, tout va être transparent. Est-ce qu'aujourd'hui, votre point de vue de technicien est mieux pris en compte par la direction qu'il y a quelques années au suivi du numérique? Ouais. Au début, les jeux, tous les éléments techniques qui arrivent,
comme les gens comme l'Internet, il n'y avait pas beaucoup de débit, c'est pas pris en compte tout de suite. Maintenant, ça a pris une telle importance que tous les réseaux, le matin, au quotidien, c'est nous qui avons tout en main pour faire démarrer les entreprises. La comptabilité, tous les services passent par Internet. Donc là, il y a des prises en compte de cette stratégie informatique. Par contre, il faut vraiment aller un peu à la faire évoluer et que le groupe investisse et pas souvent dans l'autonomie, on investit tous les 5 ans et là il faut investir tous les jours un petit peu pour être toujours au bon niveau de l'intégration des outils. Sinon après, on n'y va pas. C'est devenu vital. Là c'est vital pour nous. On a plus besoin, j'en dis encore, de l'internet que de la lumière pour démarrer. Si on n'a pas de lumière, encore on peut se débrouiller, mais si on n'a plus internet, le groupe ne démarre pas là. Merci. Merci pour le témoignage. Bon, bah écoutez, donc... Là, on va faire un saut dans le temps, comme d'ailleurs de l'informatique et du numérique, et d'un gars de 40 ans et d'une ancienne entreprise en Ouest à une entreprise d'avenir qui est totalement dans l'e-commerce. Et là, j'ai les frères Julien et Guillaume Marteau qui ont créé donc Bagatelle Lingerie, une entreprise chartraine qui fait du e-commerce. Présentez-vous d'abord votre entreprise. Moi c'est Julien et Guillaume. Donc on a fondé Bagatelle Lingerie en octobre 2012. Donc un site de e-commerce de lingerie haut de gamme, comme on l'a dit. Nous en effet on est un petit peu en décalage avec les autres intervenants dans le sens où on ne garde pas d'industrie. On est une entreprise très jeune, très petite. Et pour nous, le numérique est plus qu'un outil d'amélioration de la productivité, c'est carrément notre raison d'exister. Puisque évidemment, en e-commerce, si on n'avait pas Internet, on ne ferait pas grand-chose. Alors après, il y a quand même un parallèle évident avec ça, c'est que finalement, le e-commerce n'est ni plus ni moins que la transposition sur Internet du commerce que vous connaissez déjà, qui est la boutique dans laquelle vous allez régulièrement. Et d'ailleurs, une des grosses tendances actuelles, et tous les gros acteurs du commerce, que ce soit du commerce traditionnel ou de l'e-commerce, vont se rejoindre. La grosse tendance actuelle, c'est ce qu'on appelle le cross-canal, le multicanal, c'est-à-dire faire rentrer le commerce électronique dans la boutique physique et développer le commerce physique sur Internet. La même question que tout à l'heure. Pourquoi avez-vous choisi le e-commerce au lieu du commerce traditionnel? Alors, pour deux raisons principales. La première, elle est économique. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que lancer une boutique, si vous voulez le faire proprement, c'est un budget qui va représenter 300 à 400 000 euros pour une boutique de centre-ville. Donc évidemment, trouver un banquier qui finance ça aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué. Là où lancer une activité sur Internet représentait, pour nous en tout cas, parce qu'on est extrêmement technophile, ça représentait un coût qui était à peu près 5 fois moins, entre 5 et 10 fois moins. Donc déjà le numérique facilite l'implantation. Voilà, tout à fait. Ça a facilité l'implantation parce qu'il y avait des coûts qui étaient moindres. Alors encore une fois, c'est un cas particulier parce que il faut qu'on vous explique un petit peu d'où on vient aussi. Moi, j'ai fait 10 ans d'animation 3D et effets spéciaux pour la publicité et Guillaume est graphiste web et PAO. Donc il faut quand même imaginer qu'on partait et on est tous les deux programmeurs accessoirement. Donc il faut quand même aussi bien dire que certes, on a confié la création du site de e-commerce à un prestataire dédié, ça c'est évident, mais après dans le fonctionnement au quotidien, il y a tout un tas de choses qu'on fait nous-mêmes et qu'on n'a pas eu besoin de sous-traiter à des prestataires externes. Là, dans des entreprises plus traditionnelles, ce serait des coûts supplémentaires que nous on n'a pas eu à absorber. Donc, mais dans tous les cas, bien évidemment, oui, ça restait quand même économiquement plus viable. Et si vous n'étiez pas des programmeurs et des fils apparemment d'informaticiens dans votre famille et également au numérique depuis des années, est-ce que le coût, quelle serait la proportion du coût que supporterait l'entreprise qui veut s'installer dans le e-commerce aujourd'hui?
À votre niveau, pas du bon goût. À notre niveau, ouais, je pense que le budget aurait été peut-être à peu près 2 fois supérieur, mais dans tous les cas, disons qu'en fait, dans du commerce traditionnel, vous avez un pas de porte, par exemple. Vous pouvez acheter un droit au bail, vous avez un pas de porte, vous avez une boutique qui coûte cher, etc., qui fait des coûts d'implantation importants. Alors que là, on n'est pas obligé d'avoir un local avec tout sur rue, on peut démarrer entre guillemets dans le garage, comme on démarrait d'ailleurs quantité d'entreprises internet jusqu'à ce jour, même les plus grosses, typiquement Facebook, qui démarrait dans un garage, ou Apple en ce temps. Donc voilà. Comment ça se déroule au quotidien, le travail du e-commerce au sein de votre entreprise? Alors, ça se déroule de manière assez simple, mais en même temps assez complexe, puisqu'il y a tout un tas de problématiques à gérer. Dans le sens où, oui, on fait de la vente, mais on ne s'arrête pas à de la vente à proprement parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un site internet qui nécessite un entretien d'un point de vue contenu, bien entendu, puisqu'il faut agrémenter le catalogue, et là-dessus, on pourra en parler un petit peu plus. Et puis vous avez la partie technique du site internet, donc vraiment le développement des fonctionnalités qui vont faire que vous allez avoir un site internet qui va être ergonomique, qui va être agréable, le développement graphique aussi, qui va faire que vous allez arriver sur un site qui va être joli, qui va être agréable à utiliser. Donc tout ça, c'est des points importants. Et puis vous avez après tout ce qu'on ne voit pas derrière, c'est-à-dire toute la gestion du back-office, avec un ERP pour la gestion des commandes, des expéditions, toute la logistique, mais aussi toute la partie stratégie marketing. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'imaginent que, en gros, un site de e-commerce, on lance le site et ça tourne tout seul. C'est pas vrai. Il y a énormément de choses à faire pour que ce site puisse performer au quotidien. Et la première chose, c'est de se faire connaître. Il faut savoir qu'il y a à peu près 150 000 sites de e-commerce en activité en France actuellement. Donc si vous voulez émerger de toute cette jungle, évidemment, il y a un petit peu de boulot en termes de marketing, en termes de visibilité, en termes de réputation. Et autant c'est long et dur à se faire, et autant c'est très rapide à se défaire, donc en plus il faut vraiment surveiller sa réputation. Mais par contre, les débouchés sont là. Est-ce que cette démarche marketing de e-commerce a un coût aussi? Alors, oui, ça a un coût, évidemment, la démarche marketing a un coût, comme tu poses dans une entreprise, mais le marketing, pour une entreprise en tout cas qui prend la peine d'investir dans son marketing, même à l'échelon local, elle a un coût de ce marketing. Nous, les coûts sont un petit peu différents. On va par exemple travailler sur de la newsletter. Donc là, je laisse tomber sur la newsletter. Alors, donc, d'un point de vue marketing, justement, je viens de vous parler des newsletters. Donc ça, c'est un canal qu'on utilise et qui marche très bien pour nous, étant donné qu'en fait, on récolte facilement les adresses mail de nos clients, étant donné que c'est par celles qui s'inscrivent sur le site. Donc, on leur compte, ils doivent saisir leur adresse mail. Et la newsletter, c'est un très bon exemple, justement, de moyens cross-canal. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, quand vous allez dans des franchises en centre-ville, maintenant, ils vous proposent une carte et ils vous demandent votre adresse mail. Et après, bien sûr, étant donné que aussi votre numéro portable, et après, vous recevez des SMS pour les contacter, des newsletters, alors que vous n'avez rien demandé. Voilà. Donc c'est quelque chose de très simple à gérer, et je dirais qu'il n'est pas tant invasif que ça, parce que les gens ont la possibilité de passer outre, de ne pas le regarder, tout simplement de se désinscrire. Mais en même temps, c'est un excellent moyen de passer les offres parce qu'on peut faire justement du fait qu'on passe par des outils digitaux un ciblage des personnes. On peut voir les comportements des gens quand ils naviguent sur les newsletters, voir s'ils ont cliqué sur tel ou tel lien, de savoir s'ils sont intéressés par telle ou telle offre. Et donc dans ce cas-là, en fait, de vraiment affiner le ciblage des acheteurs. Là où en fait, sur les autres canaux, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile et notamment, à un moment, j'avais entendu parler que Free voulait s'essayer à une publicité télévisuelle à la demande, parce que jusque-là, je n'ai pas eu connaissance. Là où en fait,
sur les médias informatiques, c'est quelque chose qui est fait en standard. Et par rapport au marketing direct habituel, le retour du mailing physique, jusque-là, c'est normalement un contraire trop faible. Est-ce que votre newsletter et le mailing que vous faites par informatique est plus rentable? Ou touche davantage de sites? Alors nous, en fait, on ne s'est jamais essayé à la communication en boîte aux lettres. Parce qu'en fait, on a une clientèle qui est très disparate sur le territoire. En fait, on n'aura vraiment aucun bénéfice à faire une communication directement à l'échelle locale. Bien sûr, on a des clients à l'échelle locale. Et alors, quel est le type de votre clientèle? Vous touchez quel territoire vous touchez? En fait, on a à peu près 85% de notre clientèle sur toute la France. Une grosse partie quand même en région parisienne et à Marseille. Et après, le reste, ça va être dans le monde entier. Donc une dizaine de pourcents en Belgique, 4% en Suisse, et le reste dans le reste du monde. On va expédier au Japon, aux États-Unis, un peu partout. Et, voilà, sans avoir de site en français d'ailleurs, sans avoir de site en anglais. Donc avec un site français, je sais bien que la francophonie est quand même assez répandue, mais bon, on vend aux États-Unis, on vend au Japon, donc comme quoi il y a des débouchés sans même forcément faire un effort particulier pour s'imposer à l'international. Et ça vous encourage à faire un site en anglais plus tard, ou en japonais ou... Oui, bien sûr. Ça sera sur un gros de croissance qu'on aurait dans un avenir proche. Est-ce que c'est le numérique, vous avez cette vision, vous l'avez avant de vous lancer, ou vous l'avez découvert sur le terrain, la puissance du numérique sur le terrain? Nous, on en était convaincus, parce que, comme disait Julien, on est assez technophile et on connaissait un petit peu les débouchés, mais ouais, après, on a été étonné par certaines choses. On a été étonné justement par la performance de certains axes, notamment la newsletter. On en a occupé, en fait, on utilise un service externe pour expédier une newsletter qui nous permet d'avoir une bonne délivrabilité en boîte mail et aussi d'avoir des conseils par rapport à ça. Donc, nous, on s'occupe de la très grande majorité, parce que voilà, on a les capacités en interne. Mais du coup, en passant par ce service, on a vraiment découvert des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées. Notamment les taux de retour sur les mails. Moi, je ne suis pas un grand fan de réclame, j'ai plutôt tendance, quand je reçois des newsletters, à dire et là, au contraire, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens sont très friands. Et comment éviter d'ailleurs le fait qu'on reçoit tous des dizaines, voire des centaines de mails par jour? Comment éviter que lorsque votre mail arrive sur une boîte aux lettres, qu'il ne soit pas seulement lu, c'est vente de lingerie, vous avez vraiment, sur le plan technique, éviter ça? Alors, donc, comme je disais, on passe par un prestataire qui en fait nous permet de passer par des serveurs d'envoi qui sont des serveurs certifiés. Donc c'est un service qui coûte pas cher, mais il ne faut vraiment pas s'en priver. Là, ça permet d'avoir une excellente délivrabilité, donc déjà on ne passe pas en courrier indésirable. Déjà, c'est un premier point. Après, c'est quand même quelque chose de volontaire. Notre base client, c'est des gens qui se sont inscrits sur notre site pour un achat, donc qui sont déjà intéressés par notre offre, ou alors des gens dont on a acquis les adresses mail sur une inscription volontaire. Donc c'est des gens qui déjà de base... c'est déjà un ciblage qui est fait. Voilà, il y a déjà un ciblage qui est fait dans l'acquisition des adresses. Et après, comme je vous le disais, via les outils informatiques qu'on utilise pour ces mailings, on a vraiment des moyens simples de cibler les pôles de clientèle. Savoir ceux qui sont intéressés par telle ou telle marque, tel ou tel type de produit, ceux qui clientèle plus opportuniste qui va s'intéresser à la promotion. Et donc du coup, ça nous permet éventuellement de faire plusieurs newsletters sur un créneau d'envoi qui du coup va cibler tel ou tel type de clientèle. Est-ce que la courbe de croissance, vous l'avez senti aussi également, elle fait une montée très rapide, ou malgré tout les efforts faits là, il suit une logique comme une entreprise normale, une croissance par rapport à son marché? Alors là, moi je n'ai connu que Bagatelle Lingerie dans le développement d'entreprise. Après, Julien avait monté une entreprise de 3D auparavant. Donc je vais laisser. Alors Julien va répondre à son place. Alors, oui, au niveau de la croissance, et pour parler un petit peu de la rentabilité, je vais vous donner des chiffres assez simples. On fait une croissance annuelle moyenne de 75% du chiffre d'affaires, avec une rentabilité qui augmente d'à peu près entre 2 et 300% par an. Voilà. Ça c'est des chiffres, mais pas la chinoise. Voilà. Vous ne pas des chiffres à la chinoise. Oui, c'est même pas des chiffres à la chinoise. Alors, c'est facile, après il faut nuancer le truc, c'est facile quand on démarre. C'est-à-dire que nous, c'est une entreprise qui, là, termine sa 3e
libère du temps sur son emploi de temps professionnel. Donc 3 personnes, 500 000 Enfin 2 personnes et un petit peu. Il y a 2 millions. Voilà, on va dire À 2 500 000 euros. C'est-à-dire qu'à 5, on peut faire 1 million ou pas? Alors, Alors, on peut faire même plus qu'un 1,5 million pour vous donner un ratio. En fait, dans le commerce, et là spécifiquement lié au secteur de la lingerie, on admet grosso modo 150 000 euros de chiffre d'affaires par tête. Voilà, c'est à peu près l'idée. Nous, actuellement, on est à 500 000 à 2,5. L'année prochaine, on table sur un chiffre d'affaires grosso modo d'environ 8 à 900 000 euros. Toujours avec le même effectif. Voilà. Donc on va arriver très certainement assez rapidement à un chiffre d'affaires qui sera de l'ordre de 4 à 500 000 euros par tête. Alors ça c'est possible pour une seule raison. Bon, déjà parce qu'on fait des très grosses journées, mais il y a des artisans qui font longtemps. Tout à fait. Il y a des artisans qui en font longtemps et qui ne peuvent pas prétendre faire des chiffres d'affaires aussi importants. Alors, là, c'est là justement où le numérique prend tout son sens. Comme l'a dit Guillaume, il y a déjà tout un tas d'outils de ciblage. Et ça, le ciblage, c'est valable via la newsletter, mais c'est valable aussi au niveau du comportemental sur le site. Donc ça, c'est pour maximiser la transformation du client. Aujourd'hui, l'outil numérique, c'est un super outil de ciblage pour savoir ce qu'attendent vos clients et du coup, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur proposer et quand est-ce que vous allez devoir leur proposer. Parce que si vous arrivez avec une offre au moment inopportun, voilà, c'est bien, vous avez fait votre offre. Si vous arrivez à la placer au bon moment, vous emportez à la vente. Et c'est valable dans tous les domaines d'activité. Donc, il y a déjà cette partie-là. Et après, en termes de gestion au quotidien, je pense que c'est là où ça vous intéressera le plus éventuellement, c'est que nous, on a développé un certain nombre d'outils en interne. Donc, moi, je vais vous parler de la partie CRM, je vous parlera de la partie catalogue, parce que c'est les deux choses qu'on a développées. Donc, au niveau CRM et gestion au quotidien, on traite un flux de commandes de plusieurs centaines de commandes, et maintenant, on va dépasser les milliers de commandes par mois, avec tout ce que ça suppose de problèmes. C'est-à-dire qu'un site de e-commerce est responsable de ces expéditions jusqu'à ce que ça arrive chez le destinataire. La poste fait n'importe quoi, c'est votre problème, c'est pas le problème du client. Donc nous, on est obligé de gérer les impondérables qui ne sont même pas de notre scope. Donc on s'est développé des outils de gestion de suivi de commande pour suivre les retards de gestion fournisseur, pour suivre les retards de gestion client, donc tous les retards d'expédition, tous les retards de livraison des fournisseurs, trouver les pourquoi du comment, pourquoi ça bloque, les ruptures produits, et pouvoir prévenir les clients de manière efficace très rapidement. Donc ça s'est fait par du développement interne, et là où avant on pouvait raisonnablement traiter par personne 10 commandes par jour, maintenant une seule personne peut traiter 30 commandes par jour à l'intérieur. Donc là aussi, c'est totalement numérisé. C'est totalement numérisé, l'intervention humaine est volontairement réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai un client qui passe une commande. Le produit n'est pas sur stock chez nous, je passe la commande chez le fournisseur me répond que le produit ne sera disponible que dans 3 semaines. J'ai 2 boutons à cliquer, le mail est parti chez le client. Voilà. Pour lui dire que le produit sera là que dans 3 semaines, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai déjà toute une formalisation de mail type avec une personnalisation qui se fait en fonction du nom de la personne, du produit qu'elle a commandé, et même on a poussé le vice, la personnalisation en fonction de l'heure de la journée à laquelle le mail est envoyé. Ce qui fait que si je vous envoie un mail le matin, je vous souhaite bonne journée, si je vous envoie un mail le soir, je vous souhaite bonne soirée. Mais ça, c'est mon ordinateur qui fait à ma place. Donc, vous avez une qualité de service client qui a énormément augmenté. Aujourd'hui, on a une note de satisfaction client qui est excellente. Et c'est important parce que sur Internet, on est obligé de jouer la transparence par rapport à la satisfaction client. Et il faut savoir que si vous avez moins de 9 sur 10 de satisfaction client, vous êtes un mauvais. C'est excellent. Voilà. Et que les clients ont quand même un peu la denture aussi sur ce genre de choses. Je ne sais pas si suite à des achats sur Internet, vous avez rempli comme ça des demandes d'avis, mais maintenant c'est un incontournable. Et si on n'en tient pas une bonne note à ce niveau-là, voilà, c'est
Et sur le catalogue, voilà, et sur le catalogue, donc après, nous, notamment nos associés, voilà, en fait, passe 2 jours par semaine exclusivement à faire un catalogue produit. Donc en fait, nous, on utilise le prestataire qui nous a développé le site, nous fournit aussi un ERP qui nous permet la gestion de tout notre catalogue produit, les clients, avec les livraisons fournisseurs. Donc en fait, pour simplifier la gestion de tout ça, en fait, on peut directement injecter des fichiers au format Excel pour créer nos catalogues. Et donc en fait, ça se traduit par en fait, un produit en un certain nombre de propriétés, une référence, une couleur, une taille dans notre cas. Et donc il y aura autant de lignes de tableur Excel qu'on a de références de produits. Sachant que sur de la lingerie, nous, notamment on a des marquements de taille, ça peut arriver que sur une collection, par exemple, on puisse avoir 1000 références. Actuellement, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais on a pas loin de 50 000 références qui sont dans le catalogue. Donc, est-ce que le catalogue s'actualise en temps réel? Est-ce que vous changez les modèles, les dispositifs, etc. C'est un catalogue vivant par rapport à un catalogue classique et composé? C'est un catalogue vivant si on fait en sorte qu'il soit vivant. Donc le catalogue, en fait, nous, bien sûr, on est obligé de recréer les bases de données systématiquement. Dès qu'il y a des nouvelles collections qui sortent, on est obligé de les recréer et de les réinjecter dans ce fameux ERP. Et après, pour rendre la chose vivante, ça, ce sera plus côté site internet et justement démarche marketing. Nous, on va faire en sorte de mettre en avant les collections. Sur le site, il y a des carousels, après, il y a des newsletters pour la présentation de nouvelles collections, etc. Donc, pour en revenir justement au catalogue, c'est que nous, du coup, on se fait des fichiers Excel à la main, comme ça, sur des dizaines de milliers de lignes. Et donc, c'était extrêmement chronophage. Et donc, du coup, c'est un travail de fourmi. C'est typiquement un travail où il n'y a pas besoin de réfléchir et où c'est uniquement de la gestion du travail de fourmi. Moi, voyant ça, je me suis dit, il faut que ce soit un ordinateur qui le fasse. Enfin, c'est pour ça qu'on a créé les ordinateurs, pour faire des tâches belles et méchantes à haute vitesse. Donc du coup, j'ai créé un petit logiciel comme ça qui, globalement, un article pour nous, c'est quoi? C'est un prix d'achat, un prix de vente, c'est une couleur, une taille, et quelques autres choses comme ça. Mais ça se résume à une dizaine de propriétés. Est-ce que, j'ai juste une dernière question, c'est vraiment très détaillé, vous avez dit. Est-ce que le numérique et l'évolution, par rapport à ce que vous arrivez à faire à l'ordinateur, n'est pas non plus destructeur d'emploi quelque part? Alors, ou alors est-ce qu'il en fait d'autres? Je ne vais pas être politiquement correct, mais si, ça détruit des emplois. Il faut bien être clair, parce que bon, soyons clairs, mais c'est comme depuis la révolution technique. Avec la révolution industrielle, bien sûr, on a déplacé le travail de l'agriculture vers l'industrie. Avec la révolution informatique, on l'a déplacé de l'industrie vers le tertiaire, et ainsi de suite. Et il va en créer d'autres, j'espère. Et sûrement, oui, voilà, on crée d'autres, parce que du coup, maintenant, on a besoin du coup de moins de monde qui vont se servir d'outils, mais de plus de monde pour créer ces fameux outils. Donc en fait, oui, bien sûr, il y a un transfert de travail, mais soyons clairs, oui, le temps de la transition soit, oui, c'est sûr, si une entreprise souscrit à un super logiciel qui va augmenter la productivité marginale de ses employés, bien sûr, il y aura besoin d'employés. Donc on a de l'autre côté, on a besoin de développeurs, voilà. Donc c'est des petits qui embauchent qui... Oui, bien sûr, et ça, notamment la boîte qui nous développe le site internet, disent qu'ils sont constamment embêtés par rapport à ça. Ils sont tout le temps en demande de développeurs, et je pense que c'est un peu le même problème partout. C'est que là, actuellement, le numérique explose, donc avec tous les métiers qui gravitent autour, donc le métier de développeur, de marketeur, etc. Et donc, forcément, oui, on propose des solutions techniques qui rendent les travailleurs plus performants. Donc soit ça se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires des entreprises, une augmentation de l'activité, dans ces là ils peuvent garder le même personnel et entendre plus de chiffres. Soit alors, bien sûr, les autres nous demandent d'employés. Je vous remercie de votre intervention, c'est très différent. Troisième et dernier exemple, vraiment, là vous voyez l'éventail des intervenants. Là on a un vrai technicien, c'est Vincent Chauzeau, qui est donc le patron du bureau d'études de l'AGC. Alors là, lui, il va nous parler du troisième volet, le plus important que tout le monde connaît ici en Noël-Noir, avec le gros programme
de la fibre optique qui est lancée actuellement par le conseil départemental pour irriguer tout le département. Il va nous raconter la belle anecdote de sa vie, parce que racontez-nous comment l'entreprise est implantée où et qu'est-ce qu'elle fait. Alors, BEGC est une entreprise implantée à Goussainville, donc proche de Dreux, sur la route de Gouin. Nous sommes un bureau d'études en ingénierie mécanique. Au niveau du groupe, on est un peu moins de 60 personnes, puisqu'il y a BEGC qui est à Goussainville, on a aussi une filiale en Pologne. Je la mentionne parce que l'implantation a été permise grâce justement à la fibre optique. Notre métier, c'est globalement de concevoir des machines pour l'industrie. C'est très large, puisque c'est pas que les machines. Par exemple, le mobilier urbain Jean-Claude Deveau a été quasiment intégralement dessiné chez nous. On travaille aussi beaucoup avec l'aérospatial, beaucoup d'outillage pour fabriquer le réservoir de Ariane 5 a été conçu chez nous. Les bouteilles en plastique utilisées quotidiennement, on conçoit toujours pour Sidel ces machines de soufflage de bouteilles. Vous voyez, c'est dans des domaines très diversifiés. On travaille aussi naturellement beaucoup pour la cosmétique balai, pour le pharmaceutique, pour le médical, les scanners, appareils de nanographie, etc. Donc on est vraiment dans une activité qui est très très diversifiée, avec essentiellement des grands comptes, des gros clients qui ont des projets d'investissement très hauts. Et donc vous êtes un très gros consommateur d'informatique. À très haut, notre métier, je dirais depuis 25 ans, on est passé de la planche à dessin à du tout informatique avec, je dirais, un besoin en termes de communication extrêmement important. Je parlais des souffleuses de bouteilles plastiques, ce sont des machines qui se vendent jusqu'à 36 millions d'euros pièce, extrêmement complexes, extrêmement lourdes, et quand on doit échanger constamment des données avec ce client-là, un peu sur les sites partenaires, qui peut être l'Inde, la Chine ou le A, tout simplement. Voilà, c'est des tétras de données quotidiennes qu'on envoie et on échange permanemment avec ça. Et donc votre développement s'est poursuivi jusqu'à un moment où les données que vous transférez vers vos clients sont devenues tellement importantes et que qu'est-ce qui s'est arrivé à ce moment-là? C'est là où c'est particulier, c'est qu'on ne s'en rendait pas compte, mais globalement, on était en sous-capacité informatique sans le savoir. Et un jour, le hasard fait des choses, on arrive au bureau, et on voit le plancher, on dit mais qu'est-ce qu'ils font? Personne ne nous avait vu, on leur demande qu'est-ce que vous mettez dans cette plancher? Donc ils nous disent c'est la fibre optique. Donc génial, on va absolument se connecter. Et c'était pas pour vous la réponse? Non, pas du tout. C'était, si je me souviens bien, le crédit agricole qui aurait une ligne de Chartres, je sais plus où, je pense pas. Et on voulait se connecter, ils nous ont dit non, impossible, ça aurait question, c'est pas prévu. Et on a dû insister très lourdement pour pouvoir avoir cette connexion. Et depuis là, ça a complètement changé notre travail. Mais qu'est-ce que ça change? Alors déjà, ça a consolidé nos clients actuels. C'est tout un tas de raisons, parce que là, ça va pas vraiment rentrer dans le détail, mais on a travaillé mieux avec ces clients de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc, quelque part, ils nous aiment beaucoup plus que certains de nos concurrents, parce qu'on a cette activité qui a été créée par ces systèmes-là, mais aussi ça nous a permis de développer avec ces clients des partenariats avec plusieurs de leurs sites. Je le citais tout à l'heure, Sidel, ils ont des implantations en Chine, en Inde et autres. Ça fait ça a travaillé directement avec ces implantations à l'étranger. Au présent, on a un client qui avait un énorme problème avec une de leurs filiales en Finlande, qui n'arrivait pas à sortir leur produit, qui perdait énormément d'argent. Ils ont complètement rapatrié le projet en France, chez nous, et c'est fait qu'on travaillait vraiment en coordination entre la Finlande, la France et la Pologne sur un certain nombre de sujets. Et ça a été rendu possible grâce à des robots. Mais vous aussi, votre marché, comme le e-commerce, est mondialisé. C'est-à-dire que techniquement, vous prenez la main carrément sur les ordinateurs de vos clients, quelle que soit la distance. Exactement. Ou encore, la distance, c'est qu'on a un de nos clients pour des raisons de sécurité de faire sortir aucune de ces données de ses serveurs. Ce qui est légitime, mais sur un secteur très stratégique en concurrence. Développer ces projets-là, c'est des millions d'euros d'investissement, donc les questions de sécurité sont très fortes. Et j'ai 4 gars au bureau qui n'utilisent pas leur ordinateur. Leur ordinateur est chez le client, à peu près 700 km ici. Et tout ce qu'ils utilisent, c'est une souris, un écran, un clavier et un petit boîtier qui permet la connexion. Ça, sans la fibre optique, c'est totalement impossible. Donc, c'est fait que là, j'ai 4 gars qui travaillent avec des ordinateurs qui sont à 700 km de chez eux. C'est un outil de productivité par contre. Au niveau de la productivité, je ne dirais pas qu'il y a réellement des gains. C'est en termes de possibilités de faire. Pourquoi? Parce que ça
gars qui passaient leur temps à faire la conception mécanique, à développer des projets, à développer des machines. Mais l'arrivée du numérique a aussi apporté un travail administratif. On va chercher des informations dans l'offre des clients, il faut remplir un certain nombre de procédures, etc. Donc quelque part, on a gagné beaucoup plus en termes de possibilités, en termes de réactivité. Peut-être le plus administratif, c'est la lourdie. C'est assez lourd, mais en même temps, on y est toujours. C'est en termes de communication, d'échange des données, voilà, c'est infini le temps qui est gagné là. Est-ce que c'est la fibre optique qui a permis votre installation en Pologne? Complètement. C'est sans la fibre optique, on n'aurait pas pu s'installer en Pologne, on envoie des masses de données importantes. Et il faut que ça fonctionne tout de suite. Je ne vais pas avoir un ingénieur qui va attendre 2 heures pour projeter les charges, au coût horaire de l'ingénieur, ça tourne. Donc là, c'est quelques minutes, là, le serveur communique toutes les nuits, sont copiés sur les clics les uns avec les autres. Donc voilà, c'est méga. Et autre chose, ça vous importe en Pologne, j'ai fait le salon de Hanovre en avril, il y a notre grande surprise, les entreprises indiennes sont venues nous voir pour travailler sur leur machine. Ils veulent améliorer leur machine, ils veulent réduire leur production de leur machine. Nous, ça ne venait pas, ce qui nous intéresse, c'est l'industrie indienne. Et là, on est en train de travailler sur des projets, travailler directement en Inde, en partenariat avec certains industriels indiens. Et pourquoi pas, peut-être, que vous allez arriver une importation en Inde aussi. Est-ce que par rapport à vis-à-vis de vos concurrents, par exemple, Primo et dans les internationaux, l'arrivée de la fibre optique a accéléré également l'avance concurrentielle de la mission ou pas? Oui, complètement. Par rapport à nos concurrents classiques, les gens ont des très différents d'eux. Et je dirais d'être équipés, d'avoir l'habitude d'utiliser ces outils, parce que ce n'est pas des outils, une gestion de ces outils-là qui est assez lourde. Voilà, on a pris vraiment une longueur d'avance très importante par rapport à notre gamme de services qui est beaucoup plus forte, et aussi du fait que ça nous a aussi évité à travailler à l'international. On ne travaille pas de la même manière qu'on va travailler avec une entreprise en Finlande et une partie de la production qui va se faire en Chine, que si on travaillait uniquement local sur le marché français. Et ça, c'est majeur parce que ça nous a habitués justement à rentrer sur le rythme international et des manières de travailler différentes. Ça va être, je dirais, un niveau de qualité, de productivité qui doit être supérieur, bien plus réactif. Et c'est quelque part on peut justifier aussi notre compétitivité sur le marché par rapport à ces nouvelles technologies. Ça, c'est très important. Est-ce que la fibre optique et le numérique ont changé votre vision stratégique de l'investissement? Complètement. C'est-à-dire que vous dites si le marché de l'Est bouge, j'investis à l'Est parce que je sais la fibre optique. Exactement. Ou pas? Exactement. On ne peut pas travailler avec pas de fibre optique, quelque part. C'est là où les questions d'infrastructure sont importantes. Mais il faut aussi se rendre compte que la fibre optique est partout. C'est des pays qui n'ont pas la fibre optique. C'est très peu. D'ailleurs, est-ce que vous pensez, d'ailleurs, vous étiez elle est partout, mais moi, là, ça fait moins d'un an, moins de 2 ans, 2 ans et plus, que Lorraine installe la fibre optique partout, mais vous pensez qu'on a fait du retard? Ah oui, on a 10-15 ans de retard. Ça, je prends la relève. Quelles en sont les conséquences? Je sais pas, c'est un retard qui va falloir combler à un moment donné. Et ça, le Lorraine face à cet effort d'implantation de la fibre optique partout, je trouve ça remarquable, parce que je trouvais ça quand même assez économique. Ne soit pas complètement développé en fibre optique à l'heure actuelle. Je prends la Pologne, la fibre optique, elle n'est pas tout. C'est à 4 fois moins cher et 2 fois plus performant. Les pays de l'Est sont un peu rapidement que les ouest de l'Europe. Oui, il y avait eu beaucoup de choix. Eux, ils avaient quelque part tout un peu construire, et ils nous fait bien, ils nous fait vite, ils nous fait de manière extrêmement performante. Et moi, je rentre pour la fibre optique par hasard. On a su montrer et l'utiliser très vite et de manière très forte. Mais par rapport à la question que vous posez tout à l'heure, c'est ce qui nous a permis de nous développer. En l'espace de 5 ans, on a gagné 30% de chiffre d'affaires, 20% d'effectifs. On a créé la Pologne. Vous voyez le niveau d'opportunité que ça nous a permis. Si on n'avait pas, on serait toujours en 30, avec un chiffre d'affaires autour de 3 millions d'euros. Ben voilà, on n'est plus du tout sur le même rapport. Voilà, le EGC, c'est un groupe, c'est 3 entreprises en propre, une 4e avec des partenaires, c'est pas loin de 60% de notre bureau. Et c'est Est-ce que ça
est-ce que la fibre optique, ça nous a encouragé aussi de rester. Parce que moi, je suis allé à vous avez plusieurs fois chez nous, et c'est vrai qu'on arrive, on ne pense pas que vous faites autant de créativité autour de la technologie, de la 3D, des pièces mécaniques compliquées que vous faites pour des domaines très très stratégiques. Mais vous êtes à Goussainville, vraiment, la nationale passe devant vous, et heureusement que la fibre est passée. Hein. Oui. Parce que je crois, les gens passent ça au dos sans vous voir. Désolé, hein, c'est pas pour minimiser. Mais non, mais c'est vrai. Si vous étiez une entreprise de savoir-faire assez et valeur ajoutée très forte, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la fibre optique va vous permettre aussi de poursuivre le développement? Honnêtement, sans la fibre optique, on ne pourrait pas se développer comme il se développe maintenant. C'est clair. C'est strict sur un cas de handicap fort. Et d'ailleurs, on s'est développé de manière très importante. Et là, on a un peu de place. Donc, on commence à réfléchir soit à déménager, soit à faire des bureaux. Mais le problème, c'est nous. Il faut absolument aller là où il y a de la fibre. Il n'y a pas de temps. On ne peut pas tirer les fils avec vous. C'est pas si simple que ça. Donc voilà. Et ça vous resterez quand même aux Loire. Ah oui, Quel que soit le déplacement. Avec les très attachés à la région centre et à la en particulier, c'est quand même un endroit où il y a des développements de la très forts, je pense à la c'est quand même un des grands marchés porteurs français, le luxe, la cosmétique, le pharmaceutique, c'est très fort. C'est un département qui est extrêmement dynamique. Et ça, je le vois au niveau des projets départementaux et de personnes qui portent les projets ici. Moi, je suis relativement impressionné par le travail qu'ils font. Ils ont une vision vers l'avenir qui est assez forte là-dessus. Moi, je n'ai aucune envie de quitter le vraiment, ça, c'est bien. Eh bien, voilà, c'est une rassurant. Il n'y aura pas de délocalisation liée aux ICC. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre témoignage, c'est vraiment très, très intéressant. Avez-vous des questions dans la salle en retour? Il y a des questions. La question s'adresse à Bagatelle, c'est ça, Bagatelle Berger, qui nous a bien expliqué ce circuit vente et après-vente. Mais si j'ai bien compris, vous vendez des produits que vous ne fabriquez pas. Donc le processus justement d'achat, et notamment de l'apporter, où il y a des tendances, des modes, des périodes, etc. J'imagine une part importante de votre activité. Je ne crois pas que vous ayez cité quelqu'un chez vous en charge justement de cette fonction d'achat. Alors, ce n'était pas directement relié au thème d'aujourd'hui qui est numérique, mais enfin, comment faites-vous justement dans votre... Comment vous pratiquez votre politique d'achat? Alors, oui, donc en effet, du fait qu'on travaille dans la mode d'une certaine manière, même si la lingerie est un peu à l'ombre du prêt-à-porter, on a une logique d'achat évidemment qui est omniprésente, puisqu'on commande les collections grosso modo 1 an avant la mise en vente. Il faut savoir que nous, on a déjà bouclé nos commandes du printemps-été 2016. Donc après, au quotidien, ça marche de manière, je dirais, très traditionnelle. Vous avez un commercial qui passe, vous présente les collections, vous faites vos bons de commande et c'est plié. Au quotidien, par contre, pour toutes les logiques de réassort, là, on est en but, nous, à un problème aujourd'hui qui est, on va dire, le côté un petit peu traditionnel du secteur de la lingerie. C'est-à-dire qu'on est face à des grandes entreprises, type, pour vous les citer, ça parlera certains, Obad, Simone Perel, des entreprises comme ça, qui elles ont un petit peu de mal à livrer justement vers le numérique et qui ont l'habitude de fonctionner avec des réseaux de détaillants indépendants qui passent encore leurs commandes par téléphone ou par fax. Impensable à notre échelle. Nous, on leur envoie des mails avec des PDF et quand on leur a dit mais comment ça, vous n'avez pas de système d'échange de données, on ne peut pas se plugger directement sur votre système pour vous envoyer des commandes directement depuis notre ERP. Ils nous ont regardé avec des yeux en milieu de l'automne, on se dit de quoi ils parlent ça? Donc voilà. Mais on aimerait bien que ça existe, et si ça existait, nous on serait prêts à se connecter, ça n'y a aucun problème, et on gagnerait encore évidemment beaucoup de temps. On a fait des travaux d'optimisation aujourd'hui pour générer les PDF à la chaîne, pour les envoyer à la chaîne, parce qu'on travaille avec une vingtaine de marques chez qui on passe
évidemment c'est du temps humain, ça a l'air idiot comme ça, mais générer 20 bons de commande et envoyer par mail, vous y passez combien de temps? Le temps de rédiger le mail, même si vous faites un copier-coller dans l'équipe, tout ça, c'est du traitement de temps. Vous avez perdu une demi-heure, une heure, super rapidement. Bon, aujourd'hui, encore une fois, suite à quelques développements qu'on a fait, c'est un travail qu'on a automatisé. Aujourd'hui, je prends mes PDF qui sortent directement de mon ERP, je les glisse dans un petit logiciel et il m'envoie mes 20, 30, 40 mails à la chaîne pendant que je fais autre chose. Et est-ce que les développements que vous avez fait dans l'entreprise sont exportables vers des entreprises oreillers ou pas? Alors, route de fonderie, non, parce que c'est des trucs qu'on a fait sur mesure, voilà, qui sont hyper spécifiques à nos besoins et qui sont absolument pas transposables en l'état, puisque développés complètement sur mesure. Mais dans la logique, oui, bien entendu. C'est aujourd'hui, vous avez je sais pas, c'est n'importe quel service client qui doit répondre à des clients au téléphone, quel que soit le type de client, quel que soit le secteur d'activité, je pense qu'il serait très content d'avoir un outil que j'ai développé. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, ça marche, ça marche. Voilà. Moi, c'est juste une remarque. Nous sommes experts comptables au Coudray. Sur la fibre optique, on a voulu changer notre système de téléphonie par le plus gros opérateur qui est Orange, qui sont venus, ils ont validé, c'était bon, etc. Sauf que quand les techniciens sont arrivés à la porte du cabinet, ils ont dit vous n'avez pas les signaux qui rentrent chez vous, on ne sait pas d'où ça vient, c'est sûrement quelqu'un qui pollue l'atmosphère autour de chez vous, on ne peut pas vous l'installer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a passé commande, et on nous dit on va vous installer la fibre optique, pas de souci, on s'en arrange avec eux, sauf qu'aujourd'hui, pour installer la fibre optique au Coudray, on nous dit 21 semaines de délai. Voilà, donc on est chez Orange, on n'a pas voulu changer d'opérateur parce qu'on n'y connaît absolument rien, on veut faire confiance aux gens. On leur dit, voilà, les techniciens, ils ont un chef de projet, ils ont ceci, ils ont cela, sauf que nous, on va attendre 21 semaines. Alors maintenant, pour que notre système, qui est relativement vieux, tombe en panne. L'achat, on va. Et c'est vrai que c'est. Parce qu'on a 2 sites, mais en attendant, aujourd'hui, la fibre optique, c'est sûrement très bien, sauf que nous, on ne peut pas nous installer au Coudray. Il y a quelqu'un du conseil départemental qui peut répondre? Le conseil départemental et le développement de la fibre, valeur numérique, donc développe la fibre. Mais les 3 clients sur les 4 qui sont connectés à la fibre, Bagatelle, le groupe LB et puis le BGC, sont connectés par la régie du Pays Chartrain, qui depuis 10 ans, il y a un monsieur qui s'appelle M. Guillotin, qui est directeur informatique et qui s'est dit qu'en même temps que les câbles électriques, si on mettait des fibres optiques, ce serait pratique. Donc depuis 10 ans, Chartres Métropole et la région du Ligouet, Galardon et Perdon maintenant, les zones d'activité sont fibrées. Et le coût de la fibre aussi au Coudray, puisque Orange n'est pas le seul opérateur en France, c'est entre 1 200 et 3 700 euros hors taxe. Donc il faut contacter les services de la région. Je suis directeur commercial. Je suis désolé du parti commerce, mais on peut aujourd'hui avoir des fibres. On fait confiance aux opérateurs. Tout à fait. Donc, voilà, c'est une information que je donne. C'est que je fais partie de l'évolution commerciale et même de l'Internet. C'est un élément important, mais les rencontres humaines le sont aussi et vous en êtes Des fois, comme quoi, l'évolution technologique et la révolution du sport, des fois, se vont plus vite que les infrastructures que peuvent installer les collectivités publiques, etc. Voilà, www.cdo.fr. Donc voilà. En général. Et on est multi-opérateurs, on a une vingtaine d'opérateurs de toute la planète, sauf Orange qui travaille avec nous. Voilà, vous allez voir, merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur? Vas-y, je pensais particulièrement à des BMW de sécurité, comment vous allez appréhender la chose, parce que vous êtes relié partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel site avec un malveillant qui rentre quelque part, ça vous arrête partout. Je ne sais pas si vous avez des services. Parce que par exemple, connexion Internet aujourd'hui, tout le monde doit être connecté, tout le monde doit être tout en ligne. Aujourd'hui, on se voit qu'il y a des piratages, il y a des choses qui sont de plus en plus importantes. Est-ce que vous avez demandé ce sécurisé ou pas? Sur la partie sécurité du groupe, chacun, c'est exactement comme la personne là-dedans, c'est-à-dire qu'on se connecte sur l'ordinateur, mais les données ne sortent pas du réseau. C'est-à-dire qu'on crée des liens extérieurs pour que les gens se connectent chez nous, mais ils sont utilisateurs.
il ne transfère aucune donnée. On ouvre une session et il travaille sur l'ordinateur à distance. C'est tout ce qui se passe. Et les accès, nous on pilote les accès qui sont tous les mois changés avec des mots de passe et c'est un lien qui est rattaché directement sur nos serveurs. Donc on n'a pas de... Il n'y a pas de risque de 80% des activités de l'automobile c'est du consultatif. Donc ça nous permet de se connecter à distance de tous les sites. Moi-même qui habite dans le sud de Paris, le gros avantage c'est qu'à tout moment on peut intervenir sur nos serveurs sans se déplacer. Donc là, le gain pour nous des liens, c'est vraiment la mobilité et à tout moment, on a toutes les données. Après, les différentes lignes sont sécurisées par les opérateurs avec les constructeurs. Tout le monde n'a pas accès au réseau Oléal de General Motors qui, eux, ont déjà créé un pare-feu. Et nous, après, on est juste derrière eux pour protéger nos données. Mais on n'a pas de clé de fabrication. Automobile, c'est des données, c'est notre fichier CRM, nos résultats, l'achat d'une voiture ou d'une pièce, et la revente, on ne crée pas on n'a pas de clé de fabrication. Donc la sécurité, elle est sur tous les sites, et chaque responsable de site a un code, s'il veut travailler à distance de chez lui, qui change tous les 15 jours. Je profite de cette question qui était très très importante parce qu'il y a quelques jours, quand on y allait, il y a eu donc une très très belle conférence qui s'est passée à la CCI Chartres, organisée dans le cadre du printemps judiciaire de Chartres par le tribunal de grande instance, les avocats, ainsi que le procureur de la République en partenariat avec la CCI. C'était sur la thématique de la cybersécurité et la cybercriminalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'utilisation du numérique pose cette problématique que beaucoup d'entreprises malheureusement ne connaissent pas ou n'appréhendent pas. Je veux profiter parce qu'il y a le président de la CCI parmi nous et qui a participé à cette conférence de vendredi dernier sur la cyber. Est-ce que les entreprises européennes sont aussi, exposées que des entreprises mondiales ou internationales aux cyberattaques et aux problèmes de piratage et de malveillance? Merci. Aussi exposé, alors que je ne suis pas du tout un technicien, je suis un technicien, aussi exposé, oui, ni plus ni moins que les autres. Cette conférence était effectivement passionnante. On avait des intervenants qui étaient d'abord le major qui gère toutes les enquêtes de cybercriminalité en Eure-et-Loire. Et vous n'imaginez pas le nombre d'attaques qu'il peut y avoir sur notre territoire. Moi, je n'imaginais pas, je pense que personne ici n'imaginait. Ensuite, on avait le substitut du procureur de Nanterre, qui est à la brigade financière chargée des affaires de cybercriminalité. C'est une jeune femme. C'était passionnant, et moi, je retiens une chose qu'elle nous a dit. Heureusement qu'on était assis, parce que vraiment, on a été. Ils viennent de démanteler un réseau de hackers qui ont attaqué l'Agence nationale pour les traitements des déchets radioactifs, qui ont attaqué le site de l'éducation nationale, le site des examens, et qui ont attaqué l'entreprise dont j'ai un peu important. Ils viennent de démanteler ce réseau. On a démantelé un réseau de hackers. L'aîné a 14 ans, le deuxième a 13 ans, le troisième a 12 ans. Ce réseau est composé de 3 personnes et 3 seuls. Voilà. Alors ça fait réfléchir quand même. Et enfin, on a terminé l'été à Rennes par une conférence d'experts en cybercriminalité et qui nous ont attiré l'attention, et je répondrai directement à votre question, sur le fait que ces risques ne sont absolument pas appréhendés par les jeunes entreprises. Absolument pas appréhendés non plus par les jeunes étudiants. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas. Et je crois, ça nécessite, et d'ailleurs je leur ai demandé de pouvoir revenir à la chambre parce qu'il y avait un public qui était. On s'était dans le cadre judiciaire, hein, donc il n'y avait pas nécessairement un public suffisamment averti, un nombre insuffisant chez l'entreprise, je pense. Donc je pense qu'on refera d'ici la fin de l'année, avec ces experts-là, une conférence et je vous invite à y participer parce que vraiment, c'est non seulement sur le plan de cette culture générale, mais aussi et surtout sur le plan des risques que chacun de nous peut prendre dans son entreprise, c'est édifiant.
Voilà ce que je vous remercie. C'était tout. C'était ça, Monsieur le Président de Val Horizon. Merci. J'aimerais poser une question encore à Bagatelle. Le monde de l'informatique et du développement net et compagnie, c'est sur des flibustiers en permanence. Et tout modèle qui fonctionne est copié en général dans les 6 mois. Alors, j'en prends un exemple, et j'en rebondis sur la fonction achat. Si Amazon se met à créer un site parallèle au vôtre, avec une fonction d'achat moins 5, moins 10, moins 20% moins cher, petit 1. Ou si un groupe, le Jamil, ce que vous avez cité tout à l'heure, n'importe quoi, à l'instar de ce que fait Richemont, qui propose une association dans le luxe avec LVMH, fait ça. Est-ce que le modèle économique est mort? Bien sûr, il y aura toujours de gros acteurs qui ont sur des marchés. Tout comme aujourd'hui sur le commerce physique, parce que je tiens à préciser quand même que moi je suis convaincu que le commerce internet c'est le calque du commerce physique. Et d'ailleurs, comme disait Julien, on parle de plus en plus de cross-canal et pour moi c'est ça l'aboutissement du truc, c'est d'avoir un commerce physique qui est en rapport avec le commerce internet. Donc aujourd'hui on a des Carrefour, on a des Leclerc et on a toujours des petits commerçants. Et d'ailleurs, petite précision par rapport à ça, même sur internet, vous ne trouvez que dans un réseau sélectif. Il faut savoir que les marques qu'on vend aujourd'hui sur internet trient les acteurs sur le volet. Des marques, vous connaissez peut-être la marque Primadonna. Primadonna a autorisé 4 ou 5 sites internet avec la marque en France actuellement. On a la chance d'en faire partie. C'est basta. Je veux dire, c'est pas la redoute, c'est pas sur Amazon, c'est pas tout ça. Donc, et il ne faut pas confondre non plus les sites de vente en ligne tels que Amazon et les marketplaces qui hébergent ces sites internet. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc, voilà, pour conclure aux questions, je ne pense pas qu'on soit des flibustiers du commerce. Certes, il y a des gros acteurs, bien sûr, de la vente sur internet, comme il y en a dans le commerce physique. Et encore une fois, pour moi, je pense que le marché va se stabiliser avec quelque chose qui sera très ressemblant au commerce physique. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin en disant qu'en fait, les acteurs qui survivront, ce sera ceux qui auront leur commerce physique et leur vitrine internet. Les deux marchant bien sûr de concert, avec tout ce qui va bien, outils informatiques qui permettront une connexion entre les deux et bien sûr une meilleure expérience pour le client. Excusez-moi, je reprends. Je ne traite pas de flibustier du tout. Je dis seulement que dans le monde du net, il y a d'énormes flibustiers qui piquent l'idée, et quand c'est l'idée originale qui sont de la vôtre, 6 mois après, il y a quelqu'un qui vous la pique sans constat. C'est des flibustiers de l'idée. Et donc vous avez risqué, on prend l'exemple du commerce. Le commerce qui a fait un malheur il y a quelques années. Cette année, en ce moment, ils perdent 5-6 millions tous les ans depuis des années. Et ils sont couplés par vente-privée.com ou showroom.com qui ont quasiment le même concept. C'est ça que je veux dire. Mais ça montre bien qu'on écoute des évolutions. Le monde du numérique, en particulier en France, c'est que le début. C'est que le début de quelque chose. C'est vrai que le marché, on est tous là en train de découvrir en temps réel. On voit la révolution en marche. On voit les publicités, on voit les créateurs, on voit les innovateurs, on voit les ingénieurs. Et c'est ça qui nous a décidé d'ailleurs au sein du club, on remercie le président, c'est Sébastien Domis qui nous a d'ailleurs aidé à faire ce sujet. Et donc voilà, je vous remercie vraiment de votre participation pour ce deuxième petit déjeuner. Juste pour terminer, pour la réponse donc à votre question, vous parlez de Rue du Commerce. Rue du Commerce, c'est un site qui commence à être ancien. Alors, ancien à l'ère du numérique, c'est-à-dire qu'ils ont 10 ans, grosso modo, 10-15 ans. Vente privée, showroom privé ne sont absolument pas du tout sur les mêmes modèles économiques que Rue du Commerce. Ça n'a strictement rien à voir. Rue du Commerce, c'est pas de la vente privée. Aujourd'hui, le consommateur est aussi largement responsable de cet état de fait. Si aujourd'hui, vente privée enregistre des pics de connexion à plusieurs millions d'utilisateurs tous les matins à 7 heures, c'est parce que les gens sont là pour acheter à moins 60%. S'ils les achetaient au prix fort dans les boutiques ou sur les sites traditionnels, on ne rencontrera pas ce genre de problème. Nous, actuellement, on se bat ardemment justement contre la remise massive et sauvage que peuvent pratiquer certains de nos concurrents, parce que c'est
C'est pas comme ça qu'on fait vivre une entreprise. Une entreprise, vous le savez tous ici, doit faire des marges, doit faire des profits. Et c'est pas être un peu capitaliste que de dire ça, c'est juste une question de bon sens. Aujourd'hui, le fait de pirater les idées, pas plus qu'ailleurs. Je veux dire, vous avez des entreprises qui créent des innovations et qui se défont piquer par la concurrence 6 mois après, et c'est pas propre au numérique. Simplement, peut-être la différence par rapport au numérique aujourd'hui, c'est qu'on est encore sur un secteur qui est émergent, donc qui se cherche encore. Alors, quand je parle là de secteur émergent pour les entreprises qui sont vraiment purement des entreprises numériques, et pas pour l'utilisation de l'outil numérique au sein d'entreprises traditionnelles. Et sur les entreprises qui sont purement numériques, on est quand même sur un secteur encore assez jeune. L'industrie a plus de 100 ans, le numérique, ça a 20 ans dans le meilleur des cas. Et encore, il y a Internet, il y a 20 ans, ça n'existait même pas. Donc on est sur un secteur qui n'est pas encore consolidé, qui est en pleine mutation, qui évolue très vite, beaucoup plus vite que le reste de la société. Et je pense que là, justement, il y a une barrière à dépasser. Il faut dépasser la barrière de la peur, entre guillemets, de dire qu'est-ce que c'est que ce truc qui demain va nous piquer nos boulots, nos idées, nos machins, et nous laisser en slip. C'est pas vrai. Au contraire, le numérique vous apportera justement de la réactivité, de la création de valeur, du bien-être, et pour vous, et pour vos salariés, et pour vos résultats. Donc au contraire, il faut vraiment, et je pense que c'est le point essentiel pour finir là-dessus, il faut vraiment ne pas se replier sur soi-même et avoir peur de ça, mais au contraire y aller, pas n'importe comment, je suis d'accord, parce que comme tout investissement, il mérite d'être réfléchi, et le numérique n'est pas la panacée qu'on va saupoudrer comme ça sur n'importe quelle entreprise et pas que ça va faire des miracles. Ça nécessite quand même une réflexion en amont avec des objectifs stratégiques clairs. Mais à partir du moment où vous avez ces objectifs stratégiques et que vous savez pourquoi vous y allez, il ne faut surtout pas hésiter. C'est votre vecteur de croissance de demain. Et si vous ne le faites pas, votre concurrent le fera et finira par vous bouffer la laine sur le dos. Merci, Julien. Merci. Dernière conclusion, le sujet intéresse énormément. Je pense que tout le monde a compris. En effet, il y a eu un certain nombre d'exemples qui sont à prendre dans leur secteur pour des activités de chaque entreprise doit faire le travail sur les produits et les services qu'elle vend. Donc, comme on l'a dit, réactivité, performance, rentabilité, compétitivité, vous en les choses. Merci beaucoup à vous, tous et toutes. Je passe la parole au président de la conclusion. Alors, moi, je voudrais juste quand même rappeler quelques mots optimisme, passion. C'est Eliade qui disait rien non seulement ne s'est accompli sans passion. Là, tous nos invités ont fait vraiment d'optimisme, passion. Le numérique derrière, c'est le facteur de réussite. J'ai entendu aussi Laure-Édouard, un petit problème de fibre optique qui couvre pas toute la région, mais ça va très bientôt se faire. Donc, merci énormément à vous, parce que vous nous avez encore insufflé, encore de ce petit déjeuner, vraiment l'envie de réussir tous ensemble. Merci aussi à vous tous invités. Je m'aperçois qu'il va falloir qu'on trouve une place un peu plus grande, parce qu'à chaque fois on fait ça de comble. Et surtout, merci beaucoup aussi à tous les membres de Force d'Entreprendre, parce que même le site moi, mais non, j'ai pas fait grand-chose. À toute l'équipe, vraiment, c'est Clémentine qui s'est investie, Maxime aussi, ils se reconnaîtront tous. C'est des heures de travail. Merci encore, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tous rentrés chez vous dans vos entreprises, boostés, et vérifier qu'Internet est bien connecté. Voilà, bonne journée à tous.